10h, 11h, le grand rendez-vous avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche et pour vous interroger, à mes côtés, Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. La droite va-t-elle renaître ou s'effacer à quelques semaines à peine du congrès des Républicains? Et alors que s'ouvre la séquence attendue des débats avec les candidats, l'enjeu est crucial. Comment ne pas être absorbé par Emmanuel Macron et effacé par Éric Zemmour? On va largement en parler. Et puis il y a aussi l'enjeu sanitaire, la situation sanitaire qui revient sur le devant de la scène. Et justement, Gérard Larcher, sur la possibilité de prolonger le pass sanitaire. Vous aviez affirmé il y a à peine quelques semaines qu'il n'était pas question de donner un blanc-seing au gouvernement jusqu'à fin juillet. Finalement, le texte a été adopté et le gouvernement pourra prolonger ce pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Votre opposition n'a servi à rien ? Le 31 juillet 2022, nous rentrerons dans le 28e mois de l'application d'un état d'urgence sur des formes différentes. État d'urgence sans doute nécessaire pour des raisons sanitaires, mais la contrepartie dans une démocratie, parce que c'est une atteinte aux libertés individuelles et collectives, c'est le contrôle démocratique du Parlement. Voilà pourquoi le Sénat n'a pas cédé. Il a demandé un débat et un vote en février pour faire le point. Le contrôle parlementaire, c'est essentiel en matière de liberté. Ça me semble illustrer aussi une méthode de gouvernance d'Emmanuel Macron. Je vais prendre un autre exemple. Savez-vous que plus de 50% de la législation, depuis l'été 2017, a été adoptée par ordonnance, même en dehors du Covid. Ça veut dire sans réel amendement et débat parlementaire au fond, voilà qui nous paraît inacceptable. Et moins de 18% de ces ordonnances ont été ratifiées. Il n'y a plus de contre-pouvoir ? Le Sénat reste le contre-pouvoir, ce qui explique, si, regardez en matière constitutionnelle, il faudrait vous rappeler, ce qui explique la saisine du Conseil constitutionnel, parce que c'est une question de liberté. La situation sanitaire ne justifie pas d'amputer les libertés, il faut les contrôler. Mais la prolongation du pass qui est annoncée, est-ce que c'est une nécessité exigée par la situation sanitaire ou est-ce que c'est une véritable violence faite aux libertés? Nous avons voté l'instauration du pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants. Nous avons encouragé la vaccination et j'espère que la vaccination va continuer à être encouragée. Mais il faut contrôler. Il faut contrôler et c'est le rôle du Parlement dans une démocratie. Mais dans certaines régions du monde, vous voyez bien qu'il y a une vague qui revient, en France aussi d'ailleurs, mais dans certaines régions, on est obligé de reconfiner. Est-ce que vous seriez prêt à prendre ce risque? Écoutez, tout est envisageable, ce que j'espère. Quand je note en Europe, d'ailleurs je note que l'Europe, dans la vision de l'OMS, va en Ukraine, en Russie et ailleurs, et notamment dans la partie est de l'Europe, ce qui nous protège aujourd'hui, c'est la vaccination. Voilà pourquoi je le dis à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, la vaccination, c'est essentiel pour nous protéger. Mais la question de Mathieu Boccoté, qui vous a demandé, Mathieu, sur le pass sanitaire, est-ce que vous estimez que si c'est prolongé, c'est une vraie atteinte aux libertés? Est-ce que vous vous placez dans ce débat-là? Si c'est prolongé, nous avons dit, nous voulions en débattre en février. Mais mon avis, si c'est nécessaire, il faudra le faire. Mais ce sera une décision que prendra le Parlement. Alors, que je comprenne bien, vous avez dit tout est envisageable à la question des reconfinements possibles. Est-ce que je comprends bien, lorsque vous dites tout est envisageable, un reconfinement serait envisageable? Et tout est envisageable, l'état d'urgence le prévoit, mais sous le contrôle du Parlement. C'est les fameux 30 jours. Ah oui, donc pour vous, la question centrale, c'est le contrôle du Parlement là-dedans? C'est le contrôle du Parlement, qui est une garantie aussi pour les citoyens. Donc la possibilité du reconfinement flotte encore sur la vie publique en France? Elle peut. Si c'était nécessaire, j'espère que ça ne sera pas le cas. Ce qui flotte davantage, Gérard Larcher, c'est de conditionner le pass sanitaire justement à la 3e dose. C'est une piste sur laquelle réfléchit l'exécutif et le président de la République. Est-ce que vous y êtes favorable? Écoutez, là, ça nécessitera aussi un débat parlementaire. On vous demande votre avis. Vous ne pouvez pas à chaque fois nous dire c'est le débat. L'avis des scientifiques, aujourd'hui, c'est qu'il paraît nécessaire, à la majorité des scientifiques, d'envisager une 3e dose parce que la cinétique des anticorps, après 6 mois, diminue. Et donc, la 3e dose,
C'est, je l'espère, une des annonces claires que devrait faire le président de la République mardi. Monsieur Larcher, faut-il la conditionner au pass sanitaire? Écoutez, là aussi, c'est un débat sur les libertés. La conditionner au pass sanitaire, c'est une atteinte de plus aux libertés. Ça mérite un débat et ça mérite un vote. Donc vous considérez que c'est une atteinte? Bien sûr que c'est une atteinte. Mais attendez. Le confinement, la limitation du déplacement, la limitation de la présence en réunion, c'est une atteinte aux libertés individuelles et collectives. Elle était nécessaire, mais elle ne peut se faire que sur le contrôle démocratique du Parlement. Il y a ce matin, dans le journal du dimanche, Gérard Larcher, un cri d'alarme important, celui de Frédéric Valtou. C'est le président de la Fédération hospitalière. Il affirme qu'il faut d'urgence recruter 125 000 soignants. Vous avez été de 1997 à 2004 à la tête de cette même fédération. Comment fait-on? Comment fait-on sans baguette magique pour recruter autant de soignants, la plupart fatigués, exténués? La première des choses d'abord, c'est que dans ces 20 mois que je viens d'évoquer à aujourd'hui, l'hôpital, il a été là, il a répondu présent, il a été assez exceptionnel dans ses personnels soignants, dans ses médecins. Et l'hôpital, quel qu'en soit le statut, qu'il soit public, associatif ou privé, et ils ont été là, les médecins libéraux, les pharmaciens. Alors comment fait-on? On est dans un paradoxe français. Nous sommes le pays qui consacre peut-être le plus à l'hôpital public. 4,1% de notre produit intérieur brut. Et en même temps, nous sentons les soignants fatigués, aujourd'hui beaucoup de démissions, de grandes difficultés à recruter. Et d'ailleurs, le premier sujet pour recruter 125 000, où est-ce qu'on les trouverait aujourd'hui? Je crois que le Ségur a amélioré les grilles salariales, mais n'a pas résolu au fond cette crise de l'hôpital public français. J'ai d'ailleurs fait un rapport en 2007 sur ce sujet fort de mon expérience de président de la Fédération hospitalière. On a, me semble-t-il, 4 types de sujets. Nous sommes dans un système totalement hospitalo-centré. Tout part de Ségur et tout va jusqu'au plus petit hôpital. Oui, Ségur, c'est le ministère de la Santé. Nous sommes dans un système d'hospitalisation très bureaucratisé. Vous êtes dans le constat, monsieur le président du Sénat. Non, mais attendez, très bureaucratisé. Très bureaucratisé. Nous sommes dans une relation ville-hôpital, qui est une relation où 83%, il a raison, le président Valtou, de dire que les cas graves de Covid ont fini par se traiter dans un établissement de santé. Et le constat, il est nécessaire pour trouver les réponses. Vous nous dites des milliards ont été investis et pourtant il y a tous ces problèmes. Pardonnez-moi, mais ceux qui vous regardent ce matin ne comprennent pas. Nous avons quelques hôpitaux qui ont réussi à débureaucratiser, à mettre les soignants au cœur, à faire cette relation ville-hôpital. Je vais prendre l'exemple de Valenciennes. Valenciennes, qui depuis 11 ans est en excédent et qui a inversé la donne bureaucratique du système centralisé, du système vertical, qui a fait confiance aux soignants dans chacun des pôles et des services. Et l'exemple de l'hôpital Valenciennes nous conduit aujourd'hui au Sénat à avoir décidé la mise en place d'une commission d'enquête sur l'hôpital. Ceux qui nous écoutent et vous regardent ce matin se disent, mais pardonnez-moi, mais c'est incroyable. Il est de droite, il y a eu des gouvernements de droite qui ont entraîné la suppression des lits d'hôpitaux, etc. Et on vient nous faire la leçon aujourd'hui sur un hôpital qui est trop bureaucratique. Le sujet n'est pas tant la suppression. La suppression des lits, c'est l'organisation de l'hôpital. Nous n'avons pas été notamment au bout d'une réorganisation de l'hôpital. Voilà pourquoi le Sénat a voté il y a quelques mois l'idée que, pour en finir avec cette centralité, il fallait confier aux régions la gouvernance de l'Agence régionale de santé. Ça n'est pas la seule solution. La relation ville-hôpital, mais une conception en proximité de la santé. Nous avons une santé suradministrée, surcentralisée, surbureaucratisée. Et pourquoi vous n'avez pas traité ça quand vous étiez aux affaires? Écoutez, quand nous étions aux affaires, nous avons fait une loi HPST. Oui. C'est l'époque de Nicolas Sarkozy. Il se trouve que Mme Touraine a fait l'inverse. Nous avons mis à bas l'idée, par exemple, de collaborer entre hôpital public et hôpital privé. On l'a vu au début de la crise du Covid, dans le Grand Est, combien il était difficile, y compris en cas d'extrême urgence, d'y aller. Petit retour sur la Covid d'un instant.
on gère l'épidémie, on gère la sortie de l'épidémie dans la mesure du possible, mais est-ce qu'il n'y a pas une sortie psychologique de la COVID qui est nécessaire? C'est-à-dire réapprendre à vivre, réintégrer les gens dans les activités, sortir de cette espèce d'état de peur permanent qui fait en sorte qu'on craint toujours de basculer à nouveau, soit dans les confinements, soit dans une espèce de contrôle des populations. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'accepter l'idée qu'on a une variable nouvelle dans nos vies et retourner à une forme de vie normale psychologiquement? Je pense que ça me renvoie, pardonnez-moi, au débat qu'on doit avoir au Parlement. Parce que nous devons apprendre à vivre avec cette réalité de ce risque pandémique et demain d'autres risques pandémiques. Nous avons vu au début de la crise combien nous étions désarmés face aux pandémies et que s'il n'y avait pas eu la mobilisation à la fois extraordinaire des soignants mais aussi des collectivités territoriales et réapprendre à vivre, c'est réapprendre à vivre en proximité. Dans le cadre des collectivités territoriales, retrouver une vie sociale, une vie associative, et en même temps, face à une recrudescence de pandémie, on a parlé vaccin, je vais vous parler aussi gestes barrières, attention, port du masque, chacun sait que ça protège. Monsieur Larcher, on a compris, mais ce qu'on ne comprend pas depuis le début de cette émission, c'est en quoi vous êtes encore un contre-pouvoir. Vous dites il faut le débat, mais le débat est confisqué. Alors dites-nous sous quel régime on vit, parce que nous sommes en démocratie. Est-ce que vous êtes encore un contre-pouvoir? Est-ce que le Sénat sert encore à quelque chose sur ce sujet aussi essentiel? Nous allons voir le résultat de la saisine du Conseil constitutionnel, premier point, rôle de contre-pouvoir. Nous allons voir ce que seront les conclusions de la commission d'enquête que nous venons d'engager. Et je dois dire quand même que nous avons pesé dans nombre de débats récemment, y compris au plan sanitaire. Je vous rappelle que dans le texte de juillet, nous ne serions pas ce rendez-vous de débat que nous avons eu il y a une semaine s'il n'y avait pas eu le Sénat. On va marquer une pause et puis continuer à évoquer de nombreux sujets. Sur le plan politique aussi et sanitaire, l'allocution d'Emmanuel Macron, qui tombe quelle date, Monsieur Larcher? Mardi, je crois. Vous allez nous dire que c'était une date symbolique et importante politiquement. Et puis, la séquence des débats Les Républicains qui va s'ouvrir. Est-ce que vous craignez une foire d'empoigne entre les candidats? Comment y remédier et lutter contre cela? Tout de suite sur CNews et Europe 1. Et notre invité ce dimanche, le président LR du Sénat et le président de la République qui a choisi pour s'exprimer une date symbolique et politique, Nicolas Barré. Il s'exprimera donc mardi, 9 novembre. Date anniversaire de la mort du général de Gaulle. D'ailleurs, beaucoup d'élus LR ont prévu de se rendre à cette occasion à Colombey-les-Deux-Églises. Le président Macron a décidément un sens du timing affûté. Écoutez, moi j'attends, au-delà de la date symbolique du 9 novembre, d'abord qu'il s'exprime et parce que l'expression du président de la République, c'est une parole qui doit être forte, qu'il fait donc un point vis-à-vis des Français à l'occasion de la pandémie, qu'il s'exprime sur la nécessité de la vaccination et notamment de la mise en place d'un processus vaccinal qui s'inscrit dans la continuité en fonction des besoins. J'attends aussi qu'il s'exprime sur un certain nombre de sujets sur lesquels la souveraineté, puisqu'on parle du gaullisme, l'état de nos finances publiques, la maîtrise de la dépense publique, c'est un élément de souveraineté. Et quand on se réfère à la souveraineté à Colombey, écoutez, je m'exprime. Vous me laissez m'exprimer là-dessus. C'est une question de souveraineté, la dépense publique. Nous sommes à un peu plus d'un mois et demi de la présidence française de l'Europe. C'est peut-être l'occasion, puisqu'on choisit une date symbolique, de s'exprimer ce que sera la présidence française de l'Europe. Est-ce que c'est une Europe qui entend elle-même assumer sa part de souveraineté? Donc ça peut être un grand rendez-vous pour une souveraineté assumée. Gérard Larcher, la question, c'est il s'exprime mardi au lendemain d'un premier débat des Républicains. En gros, est-ce qu'il va anesthésier totalement le premier effet ou l'effet du premier débat des Républicains? Je crois que le débat, il y en a 4. Donc c'est le premier débat. Il est important parce qu'il va conduire les Républicains à choisir un candidat ou une candidate qui va ensuite incarner le projet et offrir une alternative aux Français. Mais justement, alors les Républicains, c'est une famille politique plurielle, certains diraient divisée. Comment tenir ensemble un parti où on trouve à la fois des gens parmi vos leaders qui pérennisent Éric Zemmour et d'autres comme Éric Ciotti qui disent qu'ils voteraient pour lui au deuxième tour face à Macron? Comment tenir ensemble une famille aussi écartelée? Je pense que cette famille n'est pas tant écartelée que cela. Elle l'a montré en préparant d'ailleurs un projet qui sera une pierre pour le candidat ou la candidate qui sera choisi. C'est aujourd'hui sans doute le parti qui a le plus d'adhérents et de militants
Et c'est le fruit d'un rassemblement des gaullistes dont je suis, aux libéraux de droite, aux souverainistes aussi, comme aux centristes. C'est ça la réalité de la famille des Républicains. Elle est en train, au contraire, de se retrouver, de se rassembler. J'ai plutôt confiance dans la qualité des débats que nous allons avoir. Mais vous ne craignez pas justement que ces débats révèlent au grand public des contradictions fondamentales sur la ligne de votre famille politique? Moi, je fais le pari que ça va au contraire nous aider à encore mieux nous rassembler. Et demain, de construire une équipe de France derrière le candidat ou la candidate pour l'alternance, pour proposer aux Français une vraie alternative que nous n'avons pas eue en 2017. Qui est le vote utile de la droite en ce moment? C'est-à-dire qui est le mieux placé dans les sondages que vous lisez comme nous pour se qualifier au second tour? Je les lis comme vous, donc, vous la lecture que j'ai, elle est la même que vous, elle est objective. Nous voyons Monsieur bien le Président, je suis journaliste, vous êtes responsable politique. Non, mais quel est votre je vois bien lecture, qu'aujourd'hui, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse se situent, mais attendons les débats, donc attendons les il projets. serait le vote utile de la droite. Et je fais confiance aux militants. Et moi qui ne vais pas prendre parti pendant cette phase, parce que je pense que l'essentiel ensuite, c'est de permettre aux militants de s'exprimer. Pourquoi d'ailleurs vous ne prenez pas parti? Vous n'avez Parce pas que je pense que ma d'avis sur les responsabilité candidats? derrière sera de rassembler. Et il est avant de contribuer à ce débat démocratique auquel nous n'avions pas tellement l'habitude à l'intérieur de notre mouvement Restons politique. sur le vote utile, parce que les soutiens et entourage de Xavier Bertrand affirment, sondage à l'appui, qu'il est le vote utile si la droite veut vraiment, dit-il, avoir une chance de se qualifier au second tour. Il dit même que si ce n'est pas lui, eh bien, personne ne pourra battre Emmanuel Macron. Il a raison? Écoutez, j'étais à une réunion jeudi soir de Xavier Bertrand dans mon département. Comme j'assisterai aux réunions de tous les autres candidats, j'ai simplement constaté que Xavier Bertrand, comme les autres, eh bien, il avait envie que nous construisions cette équipe de France pour l'alternance, et celui qui sera choisi par les adhérents deviendra le candidat. Donc, attendez, à vous entendre, il n'y a aucune différence. Vous me dites rassemblement, équipe de France, sur quels critères? Bien sûr qu'il y a des différences. Alors lesquels? Sur quels Bien critères sûr qu'il y a les des adhérents différences vont-ils voter? entre un Éric Ciotti, un Michel Barnier, Valérie Pécresse, Philippe Juvin. Mais c'est la richesse de notre formation politique. Si nous étions monolithiques, quel serait l'intérêt de choisir, de débattre et de construire un projet? Je crois que les Français en ont un peu assez de ce monolithisme, de la verticalité, d'un Conseil de défense qui décide tout autour du président de la République. C'est une formidable occasion que nous avons, eh bien, de parler, au travers des débats avec les Français, de ce projet que nous voulons construire. Et alors, chez les militants que vous croisez, que vous rencontrez, est-ce que vous constatez un effet Barnier ou pas du tout? Non, je pense que Barnier n'était pas un des candidats attendus au départ, qu'il joue un rôle. Et je suis aujourd'hui, je vous regarde vraiment, dans l'incapacité de vous dire ce qui sortira le 4 décembre. C'est parce qu'on vous demande, Gérard Larcher, est-ce que Michel Barnier est le favori à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a une Michel Barnier? Je crois qu'il n'y a pas de favori aujourd'hui. Alors, et puisqu'on entendait tout à l'heure parler, je fais une comparaison avec les courses hippiques, qui a été mon métier pendant la première partie de ma vie, il n'y a pas aujourd'hui de favoris. Mais vous parlez... Les seuls favoris, ça s'appelle les adhérents LR, parce qu'ils auront une capacité de choisir le candidat ou la candidate qui portera nos couleurs et qui devra rassembler avec nos amis du centre. Mais vous parlez des LR, des Républicains, un peu comme d'une certaine manière François Hollande parlait des socialistes. Une série de courants qui se rassemblent, on composera une motion de synthèse à la fin pour rassembler ces gens. Mais est-ce que la marque distinctive du gaullisme, ce n'est pas un besoin d'incarnation? Est-ce que la part manquante en ce moment de cette course, c'est l'absence d'incarnation, d'un candidat naturel? Voilà pourquoi le 4 décembre est si important, pour que nous soyons incarnés. C'est-à-dire que nous ayons un candidat ou une candidate autour duquel nous rassemblons. Parce que le gaullisme, c'est aussi un rassemblement. Est-ce qu'il n'était pas divers à l'époque de l'UNR ou de l'UDR, des gaullistes sociaux, de l'Union des jeunes pour le progrès, ou des gaullistes qui se situaient clairement à droite? C'était cette diversité qui était aussi cette force du rassemblement du gaullisme. La diversité risque de rimer avec contradiction. Nous, on a envie de comprendre ce matin, Gérard Larcher, qu'est-ce qui peut vous rapprocher d'un Éric Ciotti qui dit clairement que si Emmanuel Macron se trouve face à Éric Zemmour, il votera Éric Zemmour. Et vous? Éric Ciotti, quand il pose la question de la sécurité, la question migratoire, on est face à deux échecs majeurs d'Emmanuel Macron. Et pas les vôtres? Deux échecs. Écoutez, quand je compare l'immigration légale, l'immigration légale à l'époque de Nicolas Sarkozy et celle aujourd'hui, je vois que c'est plus 50%.
Quand je vois la demande d'asile, plus 70% par rapport à l'époque de Nicolas Sarkozy, la réalité, c'est cela. Quand il pose ces questions avec d'autres, il apporte au débat. Quant à la décision du deuxième tour, je ne me prononce pas sur un second tour hypothétique. Je le dis clairement. Pourtant, la question peut se poser. Vous ne vous prononcez pas. Donc, à la question deuxième tour, Zemmour-Macron, vous ne vous prononcez pas. Parce que ça ne sera pas le cas. Vous êtes Mais sûr? imaginons que ce le soit. Mais je n'imagine pas. Je suis un homme politique dans la réalité. Je ne suis pas dans l'imagination. La réalité d'un deuxième tour. Emmanuel Macron et Éric Je Zemmour. ne suis pas dans l'imagination d'un deuxième tour. Je suis intimement persuadé que les Français ont envie d'une alternance démocratique et qu'elle se produira, entre le président sortant et le candidat ou la candidate qui sera choisi le 4 décembre. À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas l'affirmer. Une autre possibilité existe. Non, mais j'en ai l'intime Très conviction. bien. Mais notre question, quand même, elle est importante. S'il y a Emmanuel Macron, président sortant, et Éric Zemmour, aujourd'hui un candidat, presque candidat, qu'on le veuille ou pas, qui a un certain écho dans une partie de la société française, vous n'avez pas d'avis? J'aurai un avis le moment venu. Mais pourquoi vous ne l'avez pas aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, je considère que c'est hypothétique. Vous ne voulez pas froisser vos militants, les Républicains? Non, ce n'est pas un sujet. Je considère que c'est une hypothèse auquel je ne veux pas croire. Mais nous, on pense quand même... vous le pensez, moi je pense... On pense que que c'est hypothétique. Que vous seriez davantage porté sur Emmanuel Macron. Écoutez, c'est votre pensée. C'est à moi-même qu'il appartiendra le moment venu de dire ce que je ferai. Donc elle est fausse. Vous refusez de trancher pour l'instant. Mais bien sûr, puisque je suis persuadé que le candidat ou la candidate que nous désignerons le 4 décembre sera présent au deuxième tour. C'est de la langue de bois, monsieur Larcher. Non, c'est pas de la langue de bois. C'est l'engagement qui est le mien de le conduire et d'aider à le conduire au deuxième tour. Vous nous dites le deuxième tour, une alternance démocratique entre Emmanuel Macron et le candidat LR. Si l'autre candidat n'est pas le candidat LR, si c'est Macron et un autre, c'est une alternance démocratique néanmoins? Elle est démocratique dans le principe parce qu'en 2017, j'ai considéré que c'était une alternance démocratique. J'ai voté Emmanuel Macron au deuxième tour. On va marquer une pause, on va continuer à évoquer ces sujets. Qui est le vote utile? Y a-t-il un favori? Vous nous avez dit non, justement, pour les débats à venir entre les candidats. Et puis Éric Zemmour, vous l'avez dit vous-même, Gérard Larcher, est le symptôme de vos renoncements. Alors pourquoi vous vous êtes interdit de parler et d'évoquer différents sujets depuis toutes ces années? Vous nous répondrez dans quelques instants avec clarté et directement. À tout de suite. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Et merci de nous suivre en direct à la fois sur Europe 1 et CNews en partenariat avec les Échos. Cette première question de cette partie vous est posée par Mathieu Boccoté, monsieur Larcher. Alors, dans le JDD, vous avez dit Éric Zemmour est le symptôme, je cite, de nos renoncements et de nos lâchetés à droite, quant à la capacité d'aborder certains thèmes. Comment expliquer ces renoncements et cette lâcheté à droite? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à cette espèce de mutisme? D'abord, je vais revenir aux questions que se posent les gens. Et immigration, identité, il y a 2 jours, l'avenir de la nation. Existera-t-il encore une communauté nationale avec ses valeurs, avec sa culture, avec sa capacité à s'ouvrir aux autres aussi? Ça n'est donc pas une conception enfermée ou refermée. Est-ce qu'elle existera? Et est-ce que nous répondons à cette question? Et c'est une réalité, nous n'avons pas pleinement répondu à cette question. J'ai d'ailleurs dit, moi qui avais été réservé au moment du débat sur l'identité nationale, que malheureusement, nous n'avons pas réussi à l'époque de la présidence de Nicolas Sarkozy, c'était sans doute une excellente question posée à ce moment-là. Et depuis, nous n'avons pas été en capacité de répondre. Et quand je vois les réalités sur des sujets qui nous ont conduits d'ailleurs au texte sur les valeurs de la République, on voit bien. Alors, Zemmour, puisque c'est l'auteur préféré, M. Boccoté, pour vous. Ah, pas vraiment. Non, si je peux me permettre, je vous cite Zemmour, renoncement et lâcheté. Ce sont vos mots, ce ne sont pas les miens. On reprend et il expose de façon, à mon avis, caricaturale et brutale un certain nombre de ces questions, ce qui explique d'ailleurs l'attractivité qu'il a, puisqu'ils n'entendent pas beaucoup d'autres répondre sur ces questions. Et j'attends du débat d'ailleurs à l'intérieur de la famille des Républicains que nous allons avoir les réponses à ces questions dans les semaines qui viennent. Permettez-moi d'insister parce que vous avez parlé vous-même pour votre famille politique, c'est pas moi, de renoncement et de lâcheté. Oui. Donc comment expliquer la question identitaire, appelons-la comme ça, traîne dans la vie politique française depuis plus de 20 ans. Comment expliquer à droite ces renoncements et ces lâchetés? Citation Gérard Larcher. Par une espèce de crainte que nous avons eue qu'à chaque fois nous tangentions
un certain nombre de valeurs fondamentales qui s'inscrivent dans la Déclaration universelle. Et je dois le dire que là-dessus, il faut regarder les choses en vérité. Par exemple, sur la question migratoire, qui est un des sujets, nous n'avons pas été au bout du débat sur les quotas. Débat qui doit être confié au Parlement. Sur la question du regroupement familial, qui aujourd'hui représente un tiers de l'immigration régulière. Nous savons bien qu'il faudra affronter la question constitutionnelle. Et là-dessus, Michel Barnier, par exemple, et d'autres de nos candidats l'abordent de manière extrêmement claire. Sur la question aussi de ce que représente le dévoiement du droit d'asile. Moi, je suis très attaché au droit d'asile, mais pas un droit d'asile dévoyé. Et donc, sur ces sujets-là, il va falloir que nous les posions sur la table, que nous les affrontions, mais pas de manière caricaturale. Alors, Gérard pas de manière caricaturale. Pas, j'allais dire, dans la haine. J'ai d'ailleurs repris dans l'article auquel vous fassiez référence, l'approche politique, ça ne peut pas être « haïssons-nous les uns les autres ». Et j'ai donc, avec M. Zemmour, de vraies différences qui bien sûr s'inscrivent dans l'histoire, mais pas que dans l'histoire. Je ne confonds pas islam et islamisme. Je considère que les femmes apportent beaucoup à la vie politique. Voilà des sujets sur lesquels j'ai des vraies différences. La conception de l'Europe aussi, j'ai des vraies différences. Mais comment convaincre on vous entend et vous dites que Éric Zemmour c'est Hélène et vous avez des vraies différences. On les a entendues sur les femmes, la différence fondamentale entre islam et islamisme. Mais comment alors convaincre une partie, et vous devez les entendre sur le terrain puisque vous vous déplacez de nombreuses fois, de vos militants, de vos adhérents qui sont pour certains en tous les cas attirés par un futur ou un probable vote Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Qu'il faut qu'ils regardent le projet que nous allons leur présenter. C'est un projet que je souhaite concret. Et non pas un projet comme l'a présenté Emmanuel Macron, qui nous avait, par exemple, expliqué, en 2018, vous vous souvenez du texte présenté par Gérard Collomb, que les obligations de quitter le territoire français, allez, on allait viser vers les 100%. On est en dessous de 13%, et pour certains pays, c'est même pas l'épaisseur du trait, on est à 0,3% avec l'Algérie, moins de 2,5% avec le Maroc. Je le dis, il faut maintenant... C'est un élément majeur. Aujourd'hui, nos compatriotes ne font plus confiance. Ils ne font plus confiance à personne, hormis les maires et les élus municipaux. Il faut donc que cette élection présidentielle soit l'occasion, dans un esprit de rassemblement, dans un esprit, en même temps, de détermination sereine, de leur dire ce que nous ferons, non pas dans des promesses inconsidérées, mais dans des réalités. Et sur cette question, notamment... quelle communauté nationale nous voulons demain et apporter des réponses. Monsieur Larcher, ce que vous avez dit, l'une des questions vous semble, de votre point de vue, essentielle pour cette élection, c'est est-ce qu'on peut maintenir cette communauté nationale ? Selon Éric Zemmour, si on reprend ses propos, pour lui, la France est en danger de mort. Est-ce que vous partagez sur ce point-là, ce diagnostic, ou est-ce que vous le rejetez également ? Non, je dis que la France connaît un certain nombre de dangers, mais à la différence, par exemple, d'Éric Zemmour, je ne confonds pas islamisme et islam. Je pense ça vous tient à cœur. Ça fait deux fois oui, que ça vous me tient à cœur parce que nos compatriotes, qu'ils soient religieux ou non, qui sont d'origine islamique, ils ont aussi leur place. Je crois que la République, dans la réaffirmation de la laïcité exigeante, voilà pourquoi j'avais travaillé avec Marcel Gauchet cette question de la laïcité qui doit être exigeante et qui rappelle un principe de Brion. Mais quel est le suivant ? C'est la loi. C'est la loi. Et la loi protège la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi. C'est un principe fondamental de la République pour moi. Vous vous êtes fait imposer votre agenda d'une certaine manière par Éric Zemmour, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Non, je pense que nous nous faisons imposer, c'est très bien, l'agenda par les questionnements des Françaises et des Français. C'est eux qui sont en train de nous poser la question collectivement. Et ils le posent d'ailleurs au président de la République aussi. Mais il vous la pose depuis longtemps. Je reviens sur la question, permettez-moi l'insistance. Vous avez dit, une des raisons pour lesquelles vous avez été plus timide peut-être sur la question de l'identité, c'est parce que vous ne vouliez pas heurter des valeurs universelles auxquelles vous teniez. Est-ce que c'est pas aussi parce que vous vous soumettiez en partie à une forme de politiquement correct qui laisse dire, dès qu'on parle d'identité, on parle de racisme. Dès qu'on parle de contrôle de l'immigration, on dit xénophobie. Est-ce que vous n'avez pas quelquefois cédé à cette tentation ? Je partage ce que vous dites. Nous avons eu une forme de conformisme. Nous avons eu une forme de conformisme, et je le vois bien.
2015, je fais un rapport à François Hollande après les attentats du Bataclan. Et le titre de mon rapport, ça s'appelle « La nation, un héritage en partage ». Et je souligne le caractère inacceptable de situation, qu'il n'y ait plus un seul enfant de confession juive dans un certain nombre de quartiers, de villes. Je souligne aussi le sentiment de l'enfermement, que depuis le livre de Bensoussan de 2002, nous n'avons cessé de reculer, que nous avons eu peur à l'école. Vous parliez du Sénat. Le Sénat, lui, sur un certain nombre de sujets, et je pense au texte sur les valeurs de la République, a demandé qu'un certain nombre de signes religieux ne soient pas présents à l'école. Il a voulu reconquérir sur la laïcité. Le gouvernement ne nous a pas suivis surtout, il a eu tort. Non pas pour donner des gages, mais parce que la question de la communauté, elle se traite. Or, la réponse chez nous, elle n'est pas le cas dans d'autres pays, c'est d'abord autour de la laïcité. Mais expliquez-nous, Monsieur Larcher, on vous comprend là, vous avez des positions, comme d'ailleurs les candidats les Républicains, fermes sur la sécurité et l'immigration. Certains parlent même d'une surenchère, mais pour certains de ces candidats, ils sont partis du parti les LR il y a quelques années, parce que ces questions étaient posées, avait-il dit, de manière radicale par Laurent Wauquiez. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ce laps de temps? Est-ce que ça vous interroge? Je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'échec à une élection présidentielle est toujours sismique dans un parti politique. Et que, étant sismique, c'était notre deuxième échec. Quelque part, elle a questionné à l'intérieur du mouvement politique. Et nous avons traversé une période difficile, d'ailleurs jusqu'à l'élection européenne, où on a vu que aborder ces thèmes, parce qu'ils étaient abordés par François-Xavier Bellamy assez clairement, n'était pas encore entré en résonance avec l'ensemble de la formation politique et les citoyens. Alors moi je le dis, aujourd'hui, ce sont des sujets qu'il faut aborder avec d'autres. On ne peut pas limiter l'élection présidentielle non plus à la seule question de la sécurité ou à la question migratoire. Ce sont des sujets importants. Il y a le sujet de la santé que nous avons évoqué. Je rappelle que dans le grand débat, qui a été oublié, mais le grand débat, le premier sujet, je me souvenais ce que Pascal Perrineau, qui était mon garant, est revenu me dire, c'était le sujet de la santé. Et il y a aussi le sujet du pouvoir d'achat, de la place de la France aussi dans le monde. Et c'est ça aussi notre vraie différence entre la droite, les républicains avec les centristes, et Emmanuel Macron. Et avec Éric Zemmour sur ce sujet, est-ce que vous estimez que sur le pouvoir d'achat et sur d'autres sujets, il n'a pas de Je n'ai pas entendu beaucoup de choses sur ces sujets-là. Et pardonnez-moi, mon pied à coulisses, à moi, ce sont les Français. Ce n'est pas uniquement M. Zemmour ou d'autres candidats. On entend souvent une forme d'exaspération dans la population lorsque l'utilisation abusive de termes comme racisme, xénophobie, islamophobie. Est-ce qu'on a utilisé abusivement de tels concepts pour nommer l'inquiétude identitaire des Français? Peut-être. Peut-être que nous n'avons pas assez regardé ce qu'ils pensaient sur le terrain, ce qu'ils nous disaient avec ce conformisme que vous évoquiez il y a un instant. Mais comme je ne suis pas d'une nature dans la repentance, je suis dans une nature dans l'action. Et je pense qu'il faut résoudre ces sujets avec les valeurs qui sont les nôtres, avec le préambule de notre Constitution. Dussions-nous un tout petit peu la modifier sur la question du regroupement familial, par exemple. On va continuer à en parler, Gérard Larcher. Qui pour incarner et pour porter tous ces thèmes de l'immigration, la sécurité, sans oublier évidemment les thèmes prioritaires et essentiels aussi pour les Français comme le pouvoir d'achat? Emmanuel Macron n'est-il pas aussi le candidat pour une certaine droite? Et puis il faudra penser à d'autres candidats ou d'autres personnalités comme Édouard Philippe. Qu'en pensez-vous? Il a fait une déclaration d'amour aux maires, aux élus il y a quelque temps. Vous nous répondrez dans quelques instants. Invité ce matin sur nos antennes Europe 1 et CNews, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Nous sommes à quelques semaines, monsieur le président du Sénat, de ce congrès Les Républicains, et certains se disent finalement, est-ce que la personnalité de droite en vue de 2022 n'est pas déjà choisie? Emmanuel Macron. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de confusion à avoir. Emmanuel Macron n'est pas un homme politique de droite. Je vais prendre l'exemple. Qu'est-ce qu'être à droite? Aujourd'hui, c'est maîtriser les dépenses publiques. Or, il ne les a pas maîtrisées. On ne vous entend pas beaucoup non plus là-dessus. Ah ben, attendez, vous m'écoutez là. Je suis en train de vous le dire. Maîtrise des dépenses publiques. Plus 100 milliards
2017 à 2019 de dépenses publiques. Nous sommes, et c'est Pierre Moscovici qui le dit ce matin dans le journal du dimanche, à près de 57% de notre produit intérieur brut consacré à nos dépenses publiques. Il ne fallait pas faire tous ces soutiens pour la crise Mais sanitaire? je vous parle Parce que d'avant c'est de ça qu'on Covid. parle. Je vous parle d'avant Covid, plus 100 milliards. Je rappelle que ça nous renvoie à Édouard Philippe, Premier ministre. Deuxième sujet, la valeur travail. La valeur travail, je ne suis pas totalement certain. On a même échappé cette semaine à un RSA jeune, avec l'inverse de l'engagement vers l'emploi. Nous avons évoqué, il y a quelques minutes, le régalien. Immigration, sécurité, identité du pays. Souvenez-vous des premières déclarations du président de la République avant que nous en arrivions au discours des Mureaux. C'est un point extrêmement important. Puis un sujet majeur, je comprends pas. la décentralisation. Non, sur les sujets régaliens, en quoi Emmanuel Macron n'est-il pas crédible et en quoi son ministre de Écoutez, l'Intérieur... on attend de voir les résultats. Aujourd'hui, les chiffres. Nous n'avons pas évoqué la sécurité. Aujourd'hui, nous avons 100 policiers, gendarmes ou pompiers agressés tous les jours. On a eu une croissance extraordinaire des violences volontaires, des coups et blessures. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron n'incarne pas ce que la droite entend incarner dans cette alternance. Comment se fait-il alors qu'il séduise une partie de votre électorat? Parce que je pense que nous ne sommes pas encore incarnés, parce que nous avons vécu le séisme de 2017, et qu'aujourd'hui, et c'est l'enjeu des semaines que nous avons devant nous, des mois que nous avons devant nous, pour retrouver la confiance des Français. Une figure principale à droite, en un sens, Édouard Philippe, cherche néanmoins à rallier une partie importante de l'électorat de droite vers Emmanuel Macron. Édouard Philippe trahit la droite aujourd'hui? Je reprends le discours du Havre. Au fond, il dit, dans le discours du Havre, je m'appuie sur les maires. Je veux être en charité ce matin. Est-ce que je peux rappeler Territoires Unis? Et comment ça se termine, la conférence nationale des territoires? Ça, c'est le premier point. On vient d'évoquer l'aspect financier. Et il dit qu'il faut dresser les finances publiques. Plus 100 milliards. Il parle d'ordre. Est-ce que on n'a pas tous le souvenir de décembre 2018 et de ce qui s'est passé? Vous savez, pour tracer l'avenir, il faut aussi regarder son bilan. Et donc, je pense que le bilan ne s'est pas retrouvé dans le discours du Havre. Je le dis avec respect parce que nous avons eu des relations qui sont positives, mais je vous dis qu'aujourd'hui, la réalité pour 2022, elle est incarnée par celle ou celui qui sera choisi avec son projet par les Républicains le 4 décembre. Avec respect, néanmoins, vous lui collez l'étiquette de son bilan comme un boulet à Édouard Philippe, selon vous, qui lui interdirait d'envisager l'avenir. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question pourquoi la droite n'a pas fait. Ben moi, je vous dis pourquoi il n'a pas fait. Et pourquoi il n'a pas fait, et alors qu'il ferait aujourd'hui. Donc, ça, c'est le rendez-vous de 2022. Puisque vous parlez des territoires et des maires, une autre personnalité de droite qui ne s'est pas engagée pour la présidentielle, en tous les cas celle-ci, mais qui concourt pour présider à l'Association des maires de France, David Lisnard. Vous lui avez apporté votre soutien. En quoi serait-il un bon patron des maires de France, en sachant que cette association est très importante, hein, elle a un poids politique et symbolique essentiel dans notre pays? Vous savez, la commune, et c'est une particularité française, et c'est un des piliers de la démocratie. Et que le puzzle des 35 000 communes de ce pays, c'est ce qui tient ce pays. J'évoquais la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui a tenu pendant cette période? D'abord, les collectivités territoriales. C'est aussi un lieu du pluralisme, de l'indépendance. Et chacun sait que, sous la présidence de Jacques Pélissard, de François Baroin, avec des gouvernements différents, l'Association des maires de France a joué un rôle particulier, qu'il joue aujourd'hui avec les régions et avec les départements. Voilà pourquoi je pense que dans la spécificité de ce qu'est la commune, il faut une liste indépendante du pouvoir. Indépendante du pouvoir. Une liste plurielle, c'est tout à fait essentiel. Ça, c'est des réalités de la vie locale. Mais qu'on comprenne, monsieur, c'est-à-dire que face à David Lisnard, vous estimez que le candidat qui est monsieur Laurent est un macroniste ou un Macron? C'est pas Philippe Laurent pour lequel j'ai de l'estime. J'ai même préfacé son ouvrage. Donc, j'ai de l'estime. Non. Donc, simplement, quand je regarde la composition de la liste,
elle n'est pas plurielle et elle n'est pas indépendante du pouvoir. Les deux critères majeurs, je vous le Donc dis, votre Sonia candidat, Mabrouk, c'est David Lisnard. je pense que l'intérêt, c'est que David Lisnard, mais aussi dans la diversité. Le second s'appelle André Léniel. C'est la réalité. Mais Voilà. c'est lui que vous soutenez aujourd'hui comme Oui, patron je l'ai dit. de... Je l'ai dit. Gérard Larcher, comment est-ce que vous définissez l'extrême droite et est-ce que vous y classez Éric Zemmour? Je pense que les caricatures qu'il propose l'ont conduit vers l'extrême droite. Je suis extrêmement clair dans les réponses. Et notamment parce que l'extrême droite divise. Et la vraie différence entre la droite qui veut rassembler et l'extrême droite qui divise, et elle est là, à mon avis. Est-ce que l'extrême droite est anti-républicaine aujourd'hui? Je ne dis pas qu'elle est automatiquement contre le système républicain, mais je pense qu'elle ne porte pas un certain nombre de valeurs que nous avons en partage. Je reviens à la déclaration universelle que j'avais tout à l'heure. C'est la manière de répondre. Je n'ai pas l'habitude de clouer au pilori tel ou tel, mais c'est l'approche, par exemple, j'y reviens, l'approche de l'extrême droite sur la laïcité est assez différente de la mienne. Alors, vous utilisez le terme extrême droite, c'est un terme qui circule beaucoup. Comment le définiriez-vous, tout simplement? Sachant qu'on doit s'en méfier, vous devez en avoir une définition très ferme. Oui. C'est une question, j'allais dire, pour oral de Sciences Po que vous êtes en train de me Pas poser. nécessairement. Vous mettez en garde contre l'extrême droite. Donc vous devez dire, elle est dangereuse, voilà pourquoi. Elle est dangereuse parce qu'elle propose d'abord de fracturer, de diviser le pays et de quelque part de clouer au pilori une partie de nos concitoyens qui pensent différentes, qui sont d'origines différentes, qui ont des histoires différentes. Et moi, je pense que la vraie réponse, et j'y reviens comme une antienne, c'est le rassemblement. Est-ce que vouloir défendre sa culture, son histoire, voire sa civilisation, est-ce que selon vous, Gérard Larcher, c'est le signe d'un repli ou d'un quelconque peut-être Pas du tout. une quelconque xénophobie? C'est le signe de valeurs qu'on propose, y compris aux autres. Hein, c'est Renan qui écrivait tout ça très bien et mieux que quiconque. Et donc, cet héritage en partage, c'est pas un héritage replié sur lui-même. Il est enrichi de tous les apports que l'histoire nous a donnés et d'un certain nombre de continents. Mais en commun, nous avons un certain nombre de principes qui sont basés sur la démocratie, le respect des hommes et des femmes, sur une conception qui est mieux que le mot tolérance, d'acceptation de nos différences, mais dans un partage commun d'un certain nombre de valeurs, pour ne former qu'une seule communauté nationale. Vous savez, dans mes rencontres avec les maires, le sujet, parfois, ils l'expriment, quelle que soit la taille de la commune. La commune, c'est une communauté humaine, et qui entend contribuer à une seule communauté au singulier, nationale, qui n'est pas une forme de repli, qui n'est pas une forme de peur, qui n'est pas le refus de l'acceptation de l'autre. Nous sommes riches de nos différences, et vous savez, parlant de la commune, je pense toujours à ce que me disait un sous-préfet de Rambouillet, qui s'appelle Abdelkader Garza, qui est venu de l'autre côté de la Méditerranée, et qui, parlant de la commune et de la République, me disait la commune, c'est la petite République dans la grande. C'est l'endroit où on fait communauté. Et mon grand sujet, c'est de faire communauté. Merci. Peut-être une dernière question, Mathieu Bock-Côté, Non, rapidement. tout simplement, conclusions. vous mettez en garde contre le repli, contre la fermeture à l'autre, ainsi de suite. Est-ce que c'est pas ce vocabulaire-là qui a fait en sorte que pendant 20 ans, il a été impossible de parler d'identité simplement? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut en parler, mais en ayant ses préalables. Et que fort de ces préalables, et je le répète, ces sujets-là, nous devons les regarder en face. Comme je suis en train de vous regarder les uns les autres, les regarder en face, les traiter avec courage, détermination. La question constitutionnelle, elle est posée. Et vous voyez que moi qui suis un homme plutôt de mesure, je pense que la question constitutionnelle, et notamment la question posée aussi par la CEDH, elle est posée sur des sujets comme le regroupement familial. Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité à quelques semaines donc du Congrès des Républicains avant que ne s'ouvre la séquence des débats LR. Et je précise que l'un de ces débats se tiendra à la fois sur Europe 1 et CNews. Merci de m'avoir invité. Vous voyez que je suis plutôt confiant. Eh bien, écoutez, on verra tout ça à l'épreuve des faits. Je remercie également mes camarades Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barré. Merci à vous de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Europe 1 et CNews. Bon dimanche à vous.